Il est 14 heures. Alors on va démarrer. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être présents. Je suis Juliette Viat, je suis rédactrice en chef du magazine Géroscopie et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence Place aux innovations, le débat. Alors avant de démarrer, on m'a demandé de vous faire de vous donner deux, trois petites infos. D'abord, c'est une conférence audio qui est enregistrée et qui pourra être écoutée sur le site du salon dans les prochains jours, sur le salon Service à la personne. Et puis, si vous avez apprécié la conférence, n'hésitez pas à le dire. Il y a un hashtag, c'est Salon SAP, ou sur la page LinkedIn. Voilà, ces petites annonces étant faites, je vais accueillir mes invités. Alors, autour de moi, 3 start-upers qui sont à des stades de développement différents. Toc Toc Doc, qui a été créé et représenté par Nicolas Le Foll. Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes responsable du projet Santé et Autonomie, d'un outil de télémédecine dédié aux professionnels du médico-social. Vous proposez davantage aujourd'hui une innovation organisationnelle et vous allez nous raconter tout ça. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Zoécare, qui est dirigé par Thomas Saphir, fondé en début d'année 2022. Zoécare entend répondre via un dispositif d'intelligence artificielle aux problématiques de prévention et vous vous êtes concentré dans un premier temps sur la prévention des chutes, avec des développements évidemment futurs. Et puis la toute jeune Emobot avec Anthony Perzo. Vous n'avez que quelques mois, mais vous avez un dispositif qui est déjà en test dans plusieurs établissements. Il s'agit d'un robot qui est capable, via l'intelligence artificielle, de détecter l'état émotionnel d'un individu. Et le but, c'est de se positionner comme un lanceur d'alerte pour prévenir et repérer des besoins de prise en charge psycho-émotionnelle. Exactement, bonjour. Et puis on a 2 experts. Christiane Flouquet, vous êtes directrice du développement de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Christiane, c'est l'œil expert de notre plateau. Vous êtes très engagée sur les questions de prévention, notamment auprès des seniors, auprès des jeunes retraités et l'accompagnement des startups. Je crois que vous venez de participer au Silver Awards. Vous allez peut-être nous raconter aussi cette expérience. Et puis Laurent Levasseur, vous êtes président du directoire de Blue Linea, le spécialiste de la téléassistance à domicile, mais aussi en EHPAD, puisque vous avez créé Blue Linea en 2006, donc ça fait quand même 16 ans maintenant. Peut-être que vous pourrez nous raconter aussi comment le marché a évolué depuis 16 ans. Alors, quand on parle de Géron Technologies, on parle de choses très diverses. On parle de robots connectés qui accompagnent les personnes âgées dans leur quotidien, mais on parle aussi d'exosquelettes qui préservent les troubles musculo-squelettiques, donc le dos des salariés, le dos, les épaules et les mains des salariés. On parle de détecteurs automatiques de chute, de dispositifs utilisant la réalité virtuelle pour réduire la douleur et l'anxiété, de voyages virtuels. Donc autant vous dire qu'on est sur un panel qui est quand même extrêmement large. Et puis à la tête de leur développement, on trouve souvent des startups qui sont portées par des initiatives individuelles, c'est-à-dire que souvent ça part d'un individu qui a été confronté à une situation dans son quotidien et qui du coup se dit qu'il veut essayer de résoudre ce problème-là. Alors de l'individu et de l'initiative, en tout cas de la réaction jusqu'à l'entreprise qui est stabilisée et pérenne, il faut forcément des accompagnateurs et des financeurs, mais pas seulement, aussi des gens qui aident à développer et maintenir la structure dans son expansion. Donc, avant d'entrer dans le cœur du débat, on a aussi besoin peut-être de mieux vous connaître, de savoir un peu mieux qui vous êtes. Donc, je vais me tourner vers vous. D'abord, Nicolas Le Foll. Pour Toc Toc Doc, en fait, c'est un service de télémédecine qui est conçu par des professionnels soignants, mais qui très vite s'est révélé bien plus que ça. Alors, comment ça fonctionne et d'où vous venez ? Alors tout à fait, nous sommes acteurs de santé en télémédecine et en 2017, Toc Toc Doc a développé une solution de télémédecine pour le médico-social qui s'adresse à des soignants au chevet de patients, notamment en EHPAD, en résidence autonomie, en établissement handicap. Suite à ce développement, on a eu le constat que finalement l'innovation technologique et matérielle est importante pour la téléconsultation et la télémédecine, mais ce qui est le plus important et fondamental, c'est l'innovation organisationnelle.
Et à partir de là, on a créé une équipe de chefs de projet qui accompagnent les EHPAD et établissements médico-sociaux pour justement porter ce projet de télémédecine, former les équipes et faire avancer cela. Et en 2019, donc 2 ans après, on a obtenu un numéro finesse via un article 51 dans le Grand Est et qu'on appelle donc Polyclinique mobile de télémédecine. On a créé un métier qui est infirmière mobile de télémédecine, dont on pourra évoquer après plus en détail, qui est donc un format qui permet à des établissements médico-sociaux d'avoir une ressource infirmière qui aide et qui réalise des actes de télémédecine. Et par la suite, on a créé des formats plus ponctuels dans lesquels finalement un établissement médico-social va déléguer des actions de télémédecine à nos équipes, à nos infirmières mobiles de télémédecine. Merci beaucoup. On va se passer la parole un petit peu rapidement dans un premier temps pour pouvoir ensuite juste pour poser un petit peu les bases de qui est là et d'où vous parlez. Et puis que vous nous racontez juste aussi un petit peu à quel niveau de développement vous en êtes. Et Mobob, vous êtes une toute jeune start-up également. Donc vous vous intéressez au marché du psycho-émotionnel et de la détection de la dépression, des troubles Alzheimer. Oui, exactement. Donc on est une start-up, ça fait moins d'1 an qu'on a été créé, mais notre technologie s'appuie sur environ 15 ans de recherche. On est en collaboration en fait avec un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire EMAC, spécialisé en analyse et en synthèse d'émotions. Et cette technologie, en fait, son objectif, c'est de résoudre un problème qu'on a clairement identifié au cours de nos multiples visites dans les EHPAD, qui est celui de la prise en charge de l'état émotionnel des résidents. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est un dispositif de veille émotionnelle qui permet en continu de veiller donc à l'état émotionnel des personnes de manière donc objective et également passive. Ça a 2 intérêts. Le premier, c'est de pouvoir détecter en amont des ruptures de comportement, ce qui permet d'alerter le personnel médical et donc de pouvoir intervenir le plus vite possible. La deuxième chose, c'est que ça permet de faire du suivi sur les thérapies et de pouvoir mesurer l'impact des différentes thérapies qui sont mises en place sur l'état émotionnel et donc le bien-être du résident. Donc typiquement, on va mettre en place un nouvel antidépresseur et c'est très compliqué aujourd'hui pour un médecin de pouvoir savoir au jour le jour quel est l'impact sur le résident. Est-ce qu'il faut changer la posologie pour améliorer son bien-être? Avec Emobot, l'idée, ça va être de suivre en continu, de pouvoir ajuster au jour le jour et de converger très rapidement vers la solution idéale. Et alors que vous vous êtes lancé il y a seulement au mois de juin, vous avez aujourd'hui deux robots en test dans des établissements. Vous attendez les résultats sous 1 mois, c'est ça? Alors, on a été créé en avril 2022 et actuellement, on a environ une 50aine de robots qui sont déjà déployés dans des EHPAD. En fait, on a un premier client qui est un groupe d'EHPAD qui nous a fait confiance et qui nous a permis de commencer à déployer nos robots en Normandie. Et avec eux, on va justement poursuivre début janvier dans plus d'une dizaine de résidences. D'accord, merci. Et vous, Thomas Saphir, alors vous allez lancer dans quelques semaines un prototype de détection de chute, mais vous vous inspirez aussi dans votre start-up, dans le lancement de votre entreprise, d'une expérience plus ancienne. Oui, voilà, alors vous m'entendez, oui. Ça se voit pas, mais on est plus jeune qu'Anthony et Mobot parce qu'on a créé Zoécare en juillet 2022. Et donc moi j'ai un parcours d'entrepreneur, ingénieur puis entrepreneur. Et donc oui, j'ai déjà essuyé des plâtres et ça facilite les choses quand on crée la start-up suivante. On apprend des choses comme il faut rester focus, très focus en tout cas au départ. Et donc j'ai fait la rencontre d'un enseignant-chercheur à Centrale Supélec également, Piotr Antonic, qui est un petit génie de l'intelligence artificielle et qui vient de déposer un brevet sur la reconnaissance de mouvements en analysant les déformations des signaux Wi-Fi. Donc les signaux Wi-Fi, c'est bien parce qu'il y en a partout, en tout cas c'est le sens de l'histoire, domicile, établissement médico-social. Et donc l'idée c'est d'entraîner cet algorithme de machine learning à reconnaître tel ou tel mouvement en studio, en reproduisant le mouvement des milliers de fois, de le rendre ainsi indépendant de la personne et du lieu où ce mouvement a lieu. Et ensuite, on le met sur un appareil, un hardware sur étagère. Nous, on n'est pas fabricant de matériel. On le branche et c'est plug and play. Voilà.
Donc le premier sujet auquel on s'attaque, c'est la détection des chutes. Un problème bien connu avec le plan anti-chute du gouvernement et bien avant, enfin pour tous ceux qui sont du secteur. Voilà, donc on a fait un premier entraînement. On démarre effectivement une expérimentation dans plusieurs EHPAD en début d'année prochaine, afin de commercialiser plus tard dans l'année 2023 et également vers le domicile, qui est un secteur un peu plus complexe. Ça devrait arriver rapidement. Enfin, vu qu'on peut reconnaître des mouvements, la chute c'est un mouvement, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être très intéressants d'un point de vue médical et préventif vis-à-vis des personnes âgées. Donc on a commencé à travailler et on forme des associations avec des médecins, avec des scientifiques pour comment faire au mieux la prévention de la perte d'autonomie, sur quels sont les mouvements qu'il faut détecter, mesurer sur la durée, afin de détecter les signaux faibles qui puissent être ensuite transmis à un médecin traitant, par exemple, pour qu'il puisse corriger le tir, on va dire, vis-à-vis de la personne. Sentez-vous libre de réagir si vous le souhaitez. Si les présentations vous inspirent des commentaires ou des questions, n'hésitez pas parce que Bon, peut-être pour dire tout de suite bravo, les pitchs étaient, étaient synthétiques, donc on a compris très vite ce que vous faisiez, donc ça c'est déjà bien. Hein. Après, avec le regard que l'assurance retraite peut avoir sur ces innovations-là, on a toujours un point de vigilance immédiat qui est de dire est-ce que ça existe déjà ou pas. Bon. Mais c'est important de le situer pour comprendre pourquoi vous êtes innovant. Vous l'êtes certainement pour quelque chose, mais pas forcément sur tout, parce que l'idée, les idées phares que vous avez données, et c'est pas vous faire injure que de dire qu'il y a déjà eu plein de sujets là-dessus. Hein, donc. Mais par contre, vous avez certainement eu une bonne idée innovante, et c'est celle-là qu'il faut valoriser de manière importante. Et après, d'une manière plus globale, je crois que lorsqu'on analyse des projets avec le regard, encore une fois, très prudent, on a peut-être en tant qu'expert, mais c'est pas nous qui faisons, donc en tout cas, c'est pas l'assurance retraite qui fait, c'est de dire quelle est la cible vraiment, quel est l'usage, quelle est l'évaluation qui pourra en être faite, et puis du coup, accessoirement, le modèle économique. Hein, voilà. Accessoirement entre guillemets. Hein. On parlera des financements un petit peu plus tard. Voilà les premières réactions que je voulais avoir. Alors, je suis bien évidemment d'accord avec Christian. C'est sûr, avec Christiane, je suis d'accord. On est bien sur ces sujets. Alors, l'innovation disruptive, en français, start-up, qu'est-ce que c'est? C'est comment on apporte un nouveau service, une nouvelle offre, un nouveau produit, qui va correspondre un peu plus aux besoins immédiats, aux besoins du moment. Donc ça, c'est important. Et ça n'a d'avenir que s'il y a un client. Et donc, il faut ne pas oublier qu'il faut un effet waouh. Et cet effet waouh, il est quand on a waouh, ils sont capables de faire ça. Et en plus, tu as vu combien ça coûte? À ce moment-là, ça crée une évidence. Ça fait oublier votre taille, ça fait oublier votre jeunesse et ça fait que le client a suffisamment confiance pour devenir un client, justement. Le prospect devient un client. À partir de là, si vous vous transportez j'ai une bonne idée et vous devenez entrepreneur, votre start-up prometteuse, elle va devenir pérenne. Elle va devenir une entreprise parce que vous allez vous intéresser à la rentabilité, vous allez vous intéresser au volume, et vous allez avoir un avenir. Donc d'une bonne idée, on va en faire une entreprise pérenne. Alors tous les trois, vous êtes dans 3 situations différentes. Pour Toc Toc Doc, votre challenge, c'est l'exécution. C'est de réussir à mettre à disposition votre service au bon moment, au bon endroit. C'est ce que j'analyse. Donc votre challenge, il est même plus sur le device, il est de réussir à délivrer. Et délivrer cette promesse d'être là au bon moment et que Toc Toc Doc soit
bien la solution la plus pertinente à envisager. C'est ça votre plus. Pour le robot émotionnel, là, ça va être plus difficile parce que vous ouvrez un nouveau champ des possibles, et vous n'avez pas de concurrence quelque part. Donc vous ouvrez un nouveau territoire d'expression où on ne saura pas dire si vous êtes cher, pas cher, on ne saura pas dire si vous êtes utile, pas utile. Il va devoir falloir défricher tout ça et démontrer que l'évidence est là et que vous avez une réelle mise en place et une réelle utilité dans ce nouveau territoire qui va être une nouvelle valeur d'usage. Et puis pour vous, Thomas, ça c'est assez simple. Si vous arrivez à pouvoir offrir une capacité de détecter les chutes plus simple et moins cher que ce qui existe déjà, il n'y aura pas de sujet. On sait déjà que c'est important de détecter les chutes. Voilà. Je me suis permis de vous donner comme ça ma petite synthèse. Alors franchement, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si quand on a créé Blue Linea avec mon équipe, on avait fait une étude de marché, on ferait autre chose aujourd'hui. Hein. Heureusement, on n'avait pas fait l'étude de marché et ça a fini par fonctionner. Maintenant, il a fallu une quinzaine d'années quand même pour qu'on arrive à créer l'évidence. Mais voilà un peu le sujet. Voilà. Merci. C'est une première remarque. Très bien, merci beaucoup. Et puis il y a quelque chose d'autre qui vous caractérise, en tout cas deux des entreprises représentées, c'est le fait que vous vous appuyez sur des labos de recherche, notamment de Centrale Supélec, et que vous n'êtes pas, vous n'avez pas dans votre composition d'équipe fondatrice de médecins, de représentants du secteur médico-social. Vous êtes des ingénieurs, vous êtes des chercheurs. Donc là, on a aussi le sentiment qu'on est en train de changer de paradigme. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et du coup, je m'interroge un peu, je me demande, est-ce que c'est aux startups de faire cette recherche-là, de faire ces développements-là? Alors moi, j'ai juste envie de répondre. Heureusement, on n'avait pas de médecin. Heureusement, on n'avait pas de toute personne qui était du secteur, parce qu'on a pu regarder ça différemment. Et on est tous des futurs vieux en présence, ou alors on est tous des petits-enfants de personnes âgées. Donc de ce fait, le prendre soin et assister a aussi une vraie valeur. Mais, Sauf que quand on intervient dans un EHPAD ou quand on intervient auprès d'un public très très fragile à domicile, j'imagine quand même que se faire accompagner de professionnels du secteur peut être un plus. Un peu volontairement provocatrice, mais... Oui, bien sûr. Effectivement, nous, on n'a pas de médecin. On est 3 cofondateurs ingénieurs, un cofondateur enseignant-chercheur. Et par contre, en fait, on en a besoin des professionnels de la santé, nous, en l'occurrence, de la santé mentale. Et donc, depuis plusieurs mois, là, on s'emploie à s'entourer de ces professionnels. On est en train de constituer, on a déjà constitué en partie un board qui nous conseille avec des psychiatres, des gérontopsychiatres. Et au jour le jour, en fait, on co-construit notre solution avec eux, que ce soit ceux qui sont dans les EHPAD ou ceux qui aident les personnes qui restent à domicile. Notre solution, elle est à la fois faite pour eux, mais elle doit être aussi construite par eux parce que voilà, nous, finalement, on est des techniciens. On sait faire de l'IA, mais on ne sait pas faire de la santé mentale, entre gros guillemets. Puis peut-être parce que c'est eux qui prennent le relais, finalement, une fois que les troubles ont pu être détectés ou identifiés. Enfin, il faut quand même donner un certain nombre de critères, de règles, d'encadrement, et peut-être d'éthique aussi un peu. On n'en a pas encore parlé, mais il y a probablement, là, sur cette question-là, aussi des pivots, des bords à mettre. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on essaie de s'entourer de ces professionnels. C'est parce que, comme je l'ai dit, voilà, on a besoin d'eux. Et en fait, c'est eux qui construisent cette solution Emobot avec nous, qui nous disent, en fait, au début, pour tout vous dire, on pensait que c'était les aides-soignants qui allaient utiliser notre solution, qui allaient au jour le jour, au quotidien, pouvoir suivre l'état des personnes et que ça allait les aider, leur faire gagner du temps. Au final, ce sont plutôt les psychiatres, les psychologues, les médecins qui se sont emparés de notre solution, parce que les aides-soignants, ils n'ont pas le temps, ils sont sous l'eau. Et donc c'est vraiment en écoutant ces professionnels qu'on a fait évoluer notre solution. Voilà, il n'y en a pas dans l'équipe, mais peut-être qu'à l'avenir il y en aura, et en tout cas il y en a dans notre board, ça c'est sûr, et on en a besoin.
C'est bien de parler après Anthony parce qu'il a déjà tout dit, donc j'ai pas grand-chose d'intelligent à rajouter, donc j'abonde complètement. Nous aussi, on est un mathématicien et un entrepreneur, donc il y a un trou dans la raquette et on cherche des professionnels de santé pour nous accompagner. Donc on constitue un conseil scientifique, c'est avis aux amateurs. Pas forcément que des médecins ou gériatres, hein, mais ça peut être également cadre infirmier, kiné, ce genre de choses. Un autre point, pourquoi on voit des ingénieurs qui déboulent là comme ça. Dans mes expériences précédentes, j'ai assisté, j'ai contribué à la digitalisation, à la transformation digitale de plusieurs secteurs d'activité. Force est de constater que le médico-social était pas encore tout à fait abordé, quoi. Donc là, j'ai l'impression que c'est parti. Et que c'est grandement facilité par la démocratisation de technologies comme les objets connectés, l'intelligence artificielle grâce à des plateformes pas toujours européennes d'ailleurs. Donc voilà, nous représentons peut-être aussi des expertises technologiques qui peuvent venir s'appliquer à ce nouveau, c'est pas un nouveau secteur d'activité, mais un secteur d'activité qui a de l'impact et où il y avait un grand besoin. Enfin, c'est ce que j'estime. Merci. Christiane, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement commenter ce que vous disiez. C'est l'expertise scientifique et médicale, elle est indispensable dans ce que vous dites, parce que votre cible, puisque je reviens sur mes critères de cible et autres, votre cible, c'est quand même des soignants, hein, donc essentiellement. Donc il faut que vous soyez entendus, que vous parliez comme eux et que vous puissiez vous appuyer en tout cas sur des avis. Après, n'oublions pas le destinataire final qui est l'usager. Donc vous avez évoqué cette possibilité de tests seniors. Moi je crois qu'il faut vraiment les avoir tout le temps dans le scope des tests. Chaque fois, voir quel est l'apprentissage, l'appropriation. Alors, pour vous, ça sera peut-être plutôt les relais soignants, mais chute, c'est aussi vis-à-vis du senior final. Et on sait que c'est pas forcément facile, hein, cette appropriation-là. Donc, avoir toujours en tête des tests d'usage avec des personnes qui vont être les vrais expérimentateurs, hein, me paraît important. Ça, justement, c'est quelque chose que vous avez fait déjà, ces tests-là? Alors, je me permets d'intervenir. Il est vrai que, étant donné qu'on a justement un pool d'infirmières qui sont des infirmières mobiles de télémédecine et en parallèle que l'on intervient auprès d'établissements médico-sociaux, que l'on accompagne sur leur projet de télémédecine, il est vrai que, de par l'expérience de nos infirmières, de par leur retour d'expérience, on essaie aussi de faire avancer les équipes soignantes des établissements médico-sociaux. Finalement, c'est un peu du gagnant-gagnant en faisant des retours d'expérience. Merci. Alors vous vouliez ajouter quelque chose? Juste, oui, on a fait de la petite pub pour Silver Valley qui nous accompagne, qui nous a permis de faire des crash tests, comme ils disent, donc d'obtenir du feedback de la part de seniors. Alors en général, c'est plutôt des seniors actifs, hein, qui se voient plus comme aidants qu'aidés d'ailleurs, mais c'est pas grave. On leur présente le concept et ils donnent leur feedback, et donc ça a beaucoup aidé. Mais sinon, c'est surtout, pour l'instant, on n'a pas encore lancé l'expérimentation d'EHPAD, mais c'est vrai qu'on parle surtout avec des soignants. Ok, merci beaucoup. Je voulais simplement dire, vous avez parlé de Silver Valley, des crash tests. J'en parle avec d'autant plus d'enthousiasme que l'assurance retraite finance largement les crash tests de Silver Valley, parce qu'on y croit beaucoup. Voilà. Pour nous, c'est vraiment indispensable. Alors, Toc Toc Doc, vous avez, je me tourne vers vous parce que vous avez été aussi un petit peu plus loin, c'est-à-dire que vous avez, face au manque de personnel et pour entrer dans les établissements, vous avez finalement créé un nouveau métier, un métier d'infirmière mobile en télémédecine. C'est-à-dire que c'est un moyen de faire entrer la télémédecine et de vous faire connaître, d'offrir un service de dépistage. Ça, c'était pour soulager les soignants ou c'était parce que c'était trop difficile d'entrer dans ces établissements? Alors en effet, avant de mettre en place ce nouveau métier infirmière mobile de télémédecine, le constat était le suivant. Malgré la bonne volonté de l'équipe soignante d'un établissement médico-social,
les nombreux turnovers et le manque d'effectifs qui est extrêmement présent dans ces établissements rend difficile la bonne réalisation d'un projet de télémédecine. Et du coup, on a eu le retour de certains établissements médico-sociaux qui souhaitaient finalement déléguer ces projets de télémédecine à des équipes spécialisées. Et donc on a des infirmières, on a développé des infirmières mobiles de télémédecine qui sont formées par un organisme interne à TocTocDoc, qui est l'école de télémédecine. Et une fois que ces infirmières sont formées, eh bien, des médecins spécialistes, partenaires de TocTocDoc, collaborent avec cette infirmière. Et l'infirmière se rend dans les établissements médico-sociaux, va identifier les besoins de télémédecine, prendre rendez-vous donc avec les médecins spécialistes et réaliser directement les actes de télémédecine. On a aussi un chef de projet qui va identifier quelques problématiques, réaliser des comités de pilotage. Donc en effet, l'idée, c'est de pallier à des difficultés dans des EHPAD et permettre tout de même à des projets de télémédecine de voir le jour et de fonctionner. Et sans cette fonction d'infirmière mobile de télémédecine, ça aurait été compliqué, voire irréalisable dans certains établissements. Et ça vous a permis de faire des dépistages multiples finalement? Tout à fait. D'ailleurs, on a évoqué ce format finalement qui est un accompagnement long terme sur un EHPAD avec cette infirmière mobile de télémédecine qui vient régulièrement dans l'établissement et réaliser les actes de télémédecine. Alors, c'est en effet un budget qui peut être important pour un établissement s'il n'y a pas de financement, d'aide des autorités de tarification derrière. C'est pourquoi par la suite, on a créé des formats plus ponctuels, des journées de prévention et de dépistage, dans lequel on va réaliser des dépistages sur une thématique donnée. Ça peut être la bucco-dentaire. Donc on va dépister 25 résidents dans un EHPAD sur de la bucco-dentaire par de la télémédecine, donc avec un dentiste à distance. Ça peut être de la cardiologie, de l'ORL, la dystrophie musculaire, des nutritions, toutes thématiques. Et donc sur 2022, on a eu le soutien de 20 départements et ARS via les conférences des financeurs pour réaliser ces actions ponctuelles dans des EHPAD principalement. Donc ça représente à peu près 7000 actes de télémédecine dans des EHPAD et on est sur 4200 pathologies détectées et 3700 ordonnances qui ont été émises par des médecins pour des personnes en EHPAD qui donc ont des difficultés à accéder à des médecins. Ça peut être des difficultés de déplacer un résident. Lorsqu'on a un résident qui a 95 ans et des problèmes cognitifs, compliqué en effet pour son bien-être et pour l'équipe soignante de le déplacer. Donc c'est surtout ça finalement qu'on a souhaité mettre en place. Comment vous avez, alors là c'est une question qui s'adresse peut-être à tous les 4, tous les 5 même, comment vous avez, quels sont les leviers que vous avez activés financièrement, c'est-à-dire pour exister, pour développer, pour s'installer un peu dans la durée? Alors là, je m'adresse plus à Laurent Levasseur sur la durée, parce que pour le moment, les autres, c'est encore un peu le démarrage. Mais finalement, à qui faire appel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une start-up, on se lance, les ARS, les prix, la CNAV, voilà, on va chercher qui? Oula! Est-ce que quelqu'un... je prends la Visa. Est-ce que quelqu'un a une carte de crédit Visa? Non, je plaisante. Chez Blue Linear, on a démarré sans argent. On a démarré avec un capital de 25 000 euros. Et pourtant, on a levé 30 millions d'euros en 10 ans. Alors, on les a pris par petits morceaux. Parce que si vous prenez tout d'un coup, la pression est très forte sur ce qu'on en fait. Et il faut accélérer le plus vite possible. Ça sert à quoi cet argent? Cet argent, ça sert à industrialiser une offre, ça sert à tester un modèle économique, ça sert à financer un développement commercial, ça sert à structurer une start-up prometteuse. Et puis ça paye les conneries aussi, parce qu'on fait des bêtises. Donc chez Blue Linear, on a fait un chemin assez simple. On est allé en bourse. Voilà, on a été la plus petite introduction en bourse à Paris. Nous étions 6 dans la boîte et on a introduit la boîte en bourse sur le marché libre. Et après, on est passé de 6 à 87 personnes en l'espace de 3 mois. Et on a déplacé la boîte du marché libre à ce qui s'appelle Alternex, enfin, c'est la bourse de Paris. Et ça nous a permis comme ça de passer des levels comme dans un jeu vidéo. Et on n'a qu'une vie, par contre. Donc, quand on change de level, fais gaffe.
pour le dirigeant. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça fait 16 ans. Et maintenant, on a fait un dernier level. On a organisé une OPA. Et on est devenu... on a un actionnaire majoritaire qui n'a pas d'actionnaire. Ouais, je sais, c'est compliqué à comprendre, mais c'est un groupe de protection sociale qui s'appelle Apicil et qui est le 3e groupe de protection sociale en France. Vous avez AG2R, Malakoff Humanis, Apicil, Clésia. Et eux nous accompagnent désormais en ayant pris la majorité du capital avec d'autres actionnaires qui ont suivi, hein, des actionnaires professionnels, c'est-à-dire des investisseurs. Il y en a un dans la salle, il se reconnaîtra. Et à partir de là, on partage une confiance et il faut délivrer. Voilà. Donc tout va se passer ça prendra plus de temps que prévu. Quand on a de l'argent, c'est plus compliqué que quand on n'en a pas. Parce que Ça, ceux qui généralement, n'en ont entre pas. associés, on s'engueule plus. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire ? Et globalement, faites attention à tous ces pièges. Et le plus important, c'est d'être utile à ses clients et que la satisfaction client soit au rendez-vous. Et tant que vos clients vont vous suivre, le reste arrivera naturellement. Voilà. Est-ce que j'ai l'air de ne pas aller trop mal ? Je ne sais pas, mais globalement, voilà, ça fait des années que ça dure. Et il y a un moment, il faut finir par être rentable. Donc nous, c'est cette année, enfin, après 17 ans, 16 ans. Mais c'est des cycles. Hein. Il faut au moins 10 ans pour vous dire, ça y est, je pense qu'on a réussi à développer quelque chose. Et je vais juste faire une petite parenthèse. La France, c'est trop bien, mais c'est pas bien. En France, vous pouvez être financé pendant 2 ans alors que vous avez une très mauvaise idée. Pendant 2 ans, vous pouvez obtenir des aides de Pôle emploi, du CIR, de la région, de pôle de compétitivité, de subventions, de BPI, alors que vous avez une idée qui n'est pas très bonne. Et quand au bout de 2 ans, ces aides disparaissent, vous avez mis 2 ans de votre vie sur la table et vous continuez à vous acharner, c'est normal. Si on était dans un pays où on pourrait avoir les mêmes aides, mais que 6 mois, à peu près le même montant, mais en 6 mois, bah là, au bout de 6 mois, vous vous dites, je me trompe, il faut que je fasse autre chose. Et 6 mois de sa vie, on fait un pivot. Blue Linea, ça a été 3 pivots. Blablacar, Frédéric, il a fait 7 fois. Il a changé son modèle économique avant d'y arriver. C'est pas arrivé de manière aussi magique. Et ça, ne l'oubliez pas. Si vous vous apercevez au bout de quelques mois que ça ne fonctionne pas, remettez-vous en question. Parce que la personne qui va souffrir le plus, ce sera vous, votre équipe. Et ça, c'est important. Parce qu'en France, pendant 2 ans, vous pouvez vous intéresser à la charte graphique, au logo, à la livraison de la voiture hybride, au bureau, à la pépinière, et pas avoir de clients, ça continuera quand même. Et posez-vous des questions si au bout de 6 mois, il n'y a pas un type qui paye et qui dit ça marche. Passez à autre chose. Surtout que vous partez avec des brevets et des travaux qui ont été faits dans des universités prestigieuses. Donc, vous n'avez pas d'excuses, quoi. Allez-y. Alors je vais compléter, alors, pas en modérant, parce que... Il y a en plus Christiane qui peut vous financer. Oui. Elle peut vous faire tenir 6 mois de plus. Non, mais justement, je fais partie de ceux qui peuvent financer. Enfin, la CNAF peut apporter des financements pendant 2 ans, effectivement, mais quand même d'une manière un peu moins aveugle que ça a été dit. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a l'avantage en France de pouvoir, en tant qu'institution, donner un droit à l'erreur, droit à la vraie expérimentation. Et on peut effectivement financer 2 ans, mais c'est 1 an renouvelable, et comme on est quand même assez précautionneux sur les deniers publics qu'on utilise, à la fin de la première année, on peut considérer qu'il y a eu une erreur collective. Hein, et que l'erreur collective, elle va permettre de s'arrêter complètement, ça peut arriver malheureusement, soit le pivot, effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'on a... ma vieille expérience fait que pendant très longtemps, on ne parlait pas de pivot. Maintenant, c'est très bien, finalement, de dire, voilà, là, je tire les leçons de mes erreurs et je change et on accompagne ou pas. Donc, on a effectivement ce souci-là de suivre la modélisation, encore une fois, le droit à l'erreur, en intégrant d'office, quand même,
l'impact, hein, je l'ai dit au début, mais parce que pour nous c'est évident, nous, l'assurance retraite finance, elle apporte en même temps un lieu d'expérimentation. Ben, le lieu, il peut être très large, ça peut être le public diffus, et ça, aucun de vous n'a, enfin vous l'avez dit un peu, monsieur, pour les chutes, mais pas trop. N'oublions pas que la plus grosse cible senior, elle est au domicile. C'est plus facile de parler à un EHPAD, c'est plus facile de parler à une résidence autonomie, mais les vrais gens, ils ne sont pas là. Hein. Oui, il n'y a que 17% des gens qui sont en EHPAD. Donc, bien sûr que c'est un levier, mais même si vous réussissez super bien en EHPAD ou en résidence autonomie, ce n'est pas pour ça que votre modèle va se développer ensuite largement si ça ne concerne pas aussi le public en diffus. Donc ça me paraît important de prendre en compte des cadres de soutien financier et de subvention, et surtout de ne pas en faire, mais là je rejoins totalement Laurent, de ne pas en faire le moyen principal. On est là pour le coup de pouce. L'assurance retraite va faire des relais avec France Active. Il y a une autre conférence à côté qui parle de ça, un lien avec France Active, avec la Banque des Territoires, pour aller plus loin dans l'atterrissage et l'amélioration. Mais surtout, ne perdez pas trop de temps à faire des dossiers de subvention, quoi. Voilà, parce que on peut avoir un temps fou passé là-dessus. Encore une fois, s'occuper des logos et autres formalisations. Et ce n'est pas le sujet. Après, vous entendez aussi parler d'ARS. Alors l'ARS, ok, c'est la branche maladie. Enfin, ça, c'est lié au projet que vous portez tous les trois, où on touche un critère maladie. Donc n'oublions pas que c'est quand même ça la cible. Hein. Donc vous aurez peut-être des équipements qui vont avoir besoin de labellisation médicale ministérielle et autres. Autrement, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas remboursé par personne, donc ça ne marchera pas. Et donc l'ARS reste un vecteur principal. La conférence de financeurs, la CNAV est membre de droit des conférences de financeurs, donc j'en parle savamment. On a une mission de prévention de perte d'autonomie. Il s'avère que la CNSA a ouvert une fenêtre sur les EHPAD, mais le vrai sujet, c'est quand même la prévention de la perte d'autonomie. Hein. Donc ne perdons pas forcément trop de temps dans des demandes de subventions là, parce que c'est pas sur vos projets, je ne dirais pas ça sur tous les projets, mais sur vos projets, c'est pas le cœur de cible, hein, principalement. J'aimerais rebondir sur deux choses d'abord qu'ont dit Laurent Vasseur. Vous avez parlé de clients et de confiance au début, et ça m'a beaucoup parlé parce que en fait, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire depuis le début, nous, en termes de financement. En fait, depuis le début, on a eu la chance et aussi la volonté de développer nos technologies et de les financer grâce à nos premiers clients qui nous ont fait confiance et qui ont testé nos technologies. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps, mais en fait, récemment, on est devenu une medtech parce que donc on prend la route du dispositif médical. On va devoir du coup faire des études cliniques. Et donc là, maintenant, finalement, les financements des premiers clients, ça ne suffit plus. Et donc, pour revenir un peu à la question de départ, quels sont les financements qu'on va aller chercher ? Voilà, il y a les subventions, il y a les financements européens, mais on va devoir aussi faire une levée de fonds, donc probablement l'année prochaine. Mais ce qui se fait beaucoup, en fait, dans le secteur de la medtech. Et ensuite, pour juste rebondir, je ne vais pas être trop long, sur les seniors à domicile. Effectivement, pour nous, c'est un énorme enjeu. En fait, c'est même le plus gros enjeu. L'EHPAD, c'est notre premier terrain d'expérimentation, mais ce n'est pas du tout notre cœur de cible, parce qu'on sait qu'il y a plus de 7 millions de personnes de plus de 75 ans qui sont à domicile et pour lesquelles il y a un enjeu en fait, de maintien à domicile. Et pour ces personnes-là, justement, notre solution, elle est encore plus pertinente, puisque l'idée, ça va être de pouvoir prévenir le plus tôt possible des ruptures et pouvoir empêcher finalement des hospitalisations en urgence. Et enfin, le dernier point. Attendez, juste sur ce point-là, est-ce que finalement le marché, est-ce que les gens sont prêts à accueillir un robot qui va les observer comme ça toute la journée pour détecter leur
voilà, on prend cet exemple-là, mais pour détecter leur dépression, vous avez mené des études là-dessus et... C'est une très bonne question parce qu'en fait, notre outil, il est multibénéficiaire. Globalement, il y en a 3. Il y a le personnel médical. Donc lui, en général, il voit très bien l'intérêt. Il a envie d'avoir cette information supplémentaire, ces alertes qui l'aident dans son quotidien. Et à terme, lorsque on sera certifié dispositif médical, ce pré-diagnostic psychiatrique. Le deuxième bénéficiaire, c'est la famille en général de la personne âgée, qui elle aussi voit l'intérêt puisqu'elle est rassurée par le fait qu'elle sait qu'on veille à son état émotionnel en continu et que dès qu'on constate une dégradation, on va pouvoir intervenir le plus tôt possible. Et le troisième bénéficiaire, mais finalement le plus important, qui est au centre de tout, c'est la personne chez laquelle on déploie le dispositif. Et elle, en général, c'est plus compliqué en l'état de voir l'intérêt pour soi en fait d'un tel dispositif. Nous, notre manière de répondre à ça, c'est de réfléchir en fait à une fonctionnalité qui bénéficierait directement à la personne. Pour l'instant, on se dirige vers recréer du lien social grâce à notre robot puisqu'il va être dans la chambre de la personne. Pour l'instant, il est assez passif, mais en fait, on peut le rendre interactif. On peut discuter avec la personne, on sait le faire aujourd'hui, mais pas discuter juste pour être sympa, discuter pour faire une visio sur la télévision avec sa famille, pour envoyer des messages et lire ceux qui s'échangent sur les groupes WhatsApp dont la personne ne fait pas forcément partie, etc. Donc pour l'instant, c'est notre manière de répondre à cette problématique de l'acceptabilité. Oui, parce que c'est quand même d'abord la personne qui est concernée par le dispositif. Exactement. Avant la famille, même si ça la rassure. On parle d'autonomie, donc la décision de choix. Et puis, pardon, oui, vous vouliez Oui, faire je un me complément. permets d'intervenir rapidement, si vous voulez bien, au sujet du domicile, puisqu'en effet, on avait évoqué l'expérimentation plutôt et les actions plutôt sur les établissements médico-sociaux. Mais en effet, sur le domicile, notamment dans les déserts médicaux, il y a des vraies problématiques d'accès à la médecine de spécialité notamment. Et l'idée, en effet, qu'on peut mettre en place, et on a des expérimentations de ce type, c'est de créer des cabinets d'infirmiers télémédecine, dans lequel, dans un village par exemple, dans lequel il n'y a plus de cardiologue, l'infirmière va récolter les demandes des habitants du village, des habitants de la communauté de communes même, pour bénéficier donc d'un dépistage par cardiologie. Donc l'infirmière sur place dans le cabinet va pouvoir prendre la tension, réaliser un électrocardiogramme, et elle va même pouvoir aller jusqu'à réaliser une échographie téléguidée par le cardiologue, c'est-à-dire que le cardiologue à distance va voir en direct l'échographie réalisée par l'infirmière, va pouvoir guider pour avoir les données nécessaires pour, par exemple, une mise à jour de traitement. Donc il y a aussi ces expérimentations mises en place. La difficulté après, c'est au niveau du financement. Qui finance ce genre d'action ? Est-ce que c'est la communauté de communes ? Est-ce que, encore une fois, c'est l'agence régionale de santé ou un autre organisme ? Ça, c'est une vraie difficulté pour le coup. Et puis aussi d'avoir le médecin en face, parce que c'est pas si simple que ça, d'avoir des plages horaires suffisantes pour trouver le spécialiste disponible au moment où on a Tout besoin à fait. C'est vrai que chaque projet finalement est un projet sur mesure, puisqu'il faut en effet trouver des médecins de proximité, alors qui seront peut-être à 100 km, ils sont peut-être loin finalement, mais entre avoir une téléconsultation avec un cardiologue qui est à 100 km ou ne pas avoir de téléconsultation avec un cardiologue, l'avantage est déjà en effet mis en avant. Mais chercher les ressources médicales, c'est difficile. On a des liens avec certains médecins qui en effet collaborent avec nous, mais chaque projet, encore une fois, est un projet sur mesure, avec des médecins de proximité. On a vu aussi se développer des living labs par des fondations d'entreprises ou je pense à la fondation I2ML ou je pense à des fondations de groupe. Est-ce que ça, c'est des dispositifs que vous avez sollicités pour venir tester vos solutions et vérifier leur efficience et justement la rencontre avec un public réel ? Oui, je vais reprendre le micro parce que le Living Lab, oui, c'est quelque chose qu'on a exploité, qu'on trouve hyper important. On a déployé un robot, le Living Lab du Gérondif nous a acheté un robot et ça nous permet, en fait, ça leur permet eux de le déplacer comme ça et de faire des expérimentations avec. On va bientôt en déployer un normalement à Eurasanté aussi vers Lille. Et oui, effectivement, ce genre de dispositif. Je pense que ça pousse l'innovation puisque ça permet de l'amener un petit peu partout et aussi d'expérimenter par le même biais. Christiane, vous avez participé cette semaine aux Silver Awards.
C'est un dispositif qui permet à des jeunes, à des étudiants de se confronter avec des professionnels à une problématique. Oui, alors c'est effectivement une initiative de Silver Valley depuis plusieurs années, hein. On en est au 5e ou 6e Silver Award. L'idée de départ, c'est faire connaître le milieu de la silver economy aux étudiants. Et en soi, c'est déjà un bel objectif. Ce sont des étudiants qui sont pluridisciplinaires, hein, et toutes les écoles sont ciblées et elles répondent plutôt bien à ça. Alors, école d'ingénieurs, beaucoup, médico-social, bien sûr, mais aussi beaucoup de design. Ça me paraît vraiment quelque chose d'assez nouveau qu'on a capté depuis 2 ou 3 ans. Donc, pour tester cette idée, pour la mettre en œuvre, Silver Valley organise une sorte de hackathon finalement pendant 2 jours. C'est malheureusement qu'1 jour et demi, donc c'est quand même très court, en bûchant sur des thématiques, et où on a essayé de mettre tous les ingrédients qu'on avait détectés, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr il y a la thématique, il y a les étudiants avec leur savoir-faire et leur envie de faire, il y a des experts scientifiques et il y a des seniors qui maintenant font partie de chaque groupe. Donc ce sont des étudiants par trinôme en principe qui trouvent des projets. Et moi, j'avoue que je suis tous les ans éblouie par leur capacité à faire en si peu de temps, faire émerger des idées qui semblent tenir la route. Voilà. Bon. Bien sûr, elles n'ont pas vocation à être modélisées. Je pense que ça vous rendrait furieux de savoir qu'en 2 jours, ils peuvent tout faire, alors que vous mettez des mois, voire des années à faire quelque chose, et on n'en attend pas autant qu'eux, ils ne savent pas tout, enfin, etc. Mais il y a quand même parfois, il y a eu des idées qui sont parfois sorties de ces Silver Awards, qui ont ensuite été reprises dans la durée. Et Silver Valley, après, comme ce sont souvent des étudiants ingénieurs dernière année, qui sont prêts à basculer tout de suite après dans l'entrepreneuriat, donc ça tombe bien. Et il y a vraiment eu des idées qui ont ensuite pu être vraiment mises en œuvre. Voilà, donc c'est vraiment, on coche beaucoup de cases sur cette innovation et sur cette appropriation des domaines. Cette année, c'était autour des aidants, c'était autour du parc social, c'était autour de la mobilité et du développement durable, hein, des idées sur lesquelles on se retrouve tous. Et il y a eu franchement des bons projets. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet de porter un autre regard sur le secteur du grand âge, qui souffre quand même beaucoup du point de vue soignant, voilà, qui est très en désaimance suite au Covid et suite aux difficultés moi, je dirais quand même personnelles. que, encore une fois, nous, on est plutôt sur la prévention, et Silver Valley porte avec nous ces idées-là. On défend plutôt grâce à ça un peu la lutte contre l'agisme, hein. Plutôt ça. C'est plutôt des projets, on n'est pas dans le vrai curatif, on veut faire émerger des projets de lien social, d'inclusivité, etc. Voilà. Donc, il y a très peu dans ce cadre-là, et c'est normal vu les profils. On n'est pas sur on travaille sur des concepts de détecteurs de chute ou détection de problèmes psy. C'est plutôt les offres de services. Et nous, c'est aussi un sujet sur lequel on sent qu'il y a encore à faire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités, qui ne sont pas pris en charge, sur lesquels il faudrait plancher? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Je sais pas. Évidemment qu'il y a des trous dans la raquette. Toutes les crises, toutes les guerres permettent d'identifier des manques et permettent aussi de faire émerger des nouvelles offres. La période qu'on vit est particulière. Notre génération n'a pas connu la guerre. La génération de nos parents non plus. Moi, je parle pour moi, hein, donc leurs grands-parents. Et concrètement, on va vivre ce qu'il y a dans les livres d'histoire. Les 10 ans d'inflation vont durer 3. Les 30 glorieuses vont durer 5. Et puis, il y aura ceux qui étaient propriétaires en immobilier, ceux qui ne l'étaient pas. Il va y avoir une destruction de
la classe sociale moyenne. On va vivre ce que les Anglais ont vécu il y a 15 ans. Alors je vous raconte tout ça pourquoi ? Il faut juste prendre en compte les éléments d'environnement. Le climat, la planète B qui n'existe pas, elle commence à prendre le nom de métaverse, mais honnêtement, il faut s'y intéresser. Et globalement, il y a toute une série d'opportunités qui vont apparaître. Chez Boulinéa, par exemple, je viens d'entraîner une quinzaine de responsables qui ne sont pas les membres du comité de direction, des gamins qui ont entre 25 et 35 ans. Putain, je suis vieux, moi. Des gamins qui ont entre 25 et 35 ans et qui vont, autour d'une académie, travailler sur des thèmes simples. Et tous les cours et toutes les réunions vont se faire dans le métaverse pour qu'ils commencent à rentrer dans ces valeurs d'usage, qui sont équipés. Et on va comme ça découvrir de nouvelles offres, que la planète B va prendre un nouveau format. Et dans ces trous dans la raquette, il faut commencer à regarder ça et en faisant abstraction des aspects politiques ou RGPD. Quand on a créé la FM, moi j'étais un gamin, les gens disaient « Oh là là, c'est des ondes qui ne sont pas réglementées, les types qui ont créé Énergie, Fun Radio, ce sont des voyous. » Et puis vous voyez bien qu'il n'y a plus les grandes ondes, il n'y a plus les petites ondes, et tout est là. Pour le métaverse, on est tous là en train de se dire « Ouh là là, Zuckerberg va tout savoir sur nous, et patati et patata. » Le mouvement est enclenché, c'est fini. La planète B va exister, elle sera dans le monde digital. Et le premier continent qui s'appelle Meta avec Facebook. Le deuxième continent va être livré en début d'année 2023, c'est Google. Et le troisième, c'est Apple, pour le mois de septembre. Les montants qui sont dédiés à ce développement sont énormes. Créer n'importe quelle start-up ou n'importe quelle activité aujourd'hui sans prendre ça en considération, c'est nier l'existence de la 5G. C'est nier les valeurs d'usage que nous allons pouvoir en retirer. Alors dans un premier temps, ça va être sur le B2B, donc entre professionnels, des formations, des réunions. Ce salon, d'ici 3 ou 4 ans, n'aura plus lieu ici. Il aura lieu dans le métaverse et la salle sera pleine. Il y aura peut-être 1000 personnes parce qu'on aura fait abstraction des kilomètres, de différents éléments. Un casque de réalité virtuelle aujourd'hui coûte moins cher qu'un smartphone. Donc évidemment que ça va nous emmener vers autre chose. Et puis pour les offres intergénérationnelles, ça se passera d'ici 5 ans ou 7-8 ans, où un petit-fils pourra voir son grand-père. D'ici 12 à 18 mois, ça sera plus les avatars, mais les hologrammes. Et donc, un grand-père pourra emmener son petit-fils là où il a grandi, en lui disant, tiens, dans ce petit village en Ardèche, je faisais ça, et là, il y a la petite rivière qui est là. Donc, les trous dans la raquette, aujourd'hui, elles sont justement dans garder des œillères, ne pas ouvrir ses chakras, et rester sur des positions qui peuvent être un peu simplistes. Voilà, j'espère que je vous ai emmené dans quelque chose où vous n'allez pas avoir envie de m'envoyer des tomates ou de ne pas me dire bonjour tout à l'heure. Mais globalement, si vous niez ce genre de choses et si vous regardez de manière un peu primitive, ah ouais, mais c'est Musk, c'est Zuckerberg, c'est encore les GAFA, vous allez louper un truc. Ça va se gérer, ça va se réglementer. Mais il faut déjà être là dans les valeurs d'usage. Et parce que le mouvement est lancé, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand vous verrez un pull chez Zara ou chez Isabelle Marant, on vous proposera pour 10 € de plus de l'avoir pour votre avatar. Ou alors vous ne l'achèterez pas, mais vous achèterez pour votre avatar le même pull, quoi. Parce qu'il y a un moment, quand ça va être votre hologramme, vous allez avoir envie qu'il vous ressemble aussi dans le métaverse. Et sinon, tout va bien dans ma tête, j'espère. Mais je suis passé devant le robot, hein. J'avais l'air d'avoir le sourire. Bon, en même temps, j'étais très bien accompagné et je ne pouvais que sourire. Ça, c'est un avenir dans lequel vous vous projetez aujourd'hui ? Pour réagir rapidement, moi surtout ce qui me questionne toujours avec l'émergence de ces nouvelles technologies complètement en rupture avec ce qu'on connaît, c'est toujours le besoin. J'ai l'impression qu'il faut toujours s'y ramener, que quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, souvent c'est le risque, c'est d'oublier pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait la technologie, pourquoi on crée des avatars dans un monde virtuel. Et c'est la même chose avec la blockchain, qui est une technologie formidable, qui peut permettre justement de ne pas avoir 3 continents qui représentent le monde numérique,
mais de justement favoriser les échanges dans un monde plus décentralisé. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'on s'écarte un petit peu du sujet initial, mais en tout cas, ce que je veux dire, un petit peu, et en même temps, c'est l'avenir, donc c'est les innovations de demain. voilà, et en tout cas, j'espère que les innovations de demain, elles seront centrées sur les besoins d'aujourd'hui et de demain. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Merci. Moi, je nuancerais un peu, voire énormément, ce que disait Laurent. Je crois beaucoup. Savoir être disruptif. Mais voilà, non, mais c'est un débat. Et vous avez bien lancé le débat. Non, je crois beaucoup plus dans le mot augmenté que virtuel. Voilà, je crois beaucoup plus dans la continuité et la connectivité des choses, des process, des activités qu'on a aujourd'hui. Je crois énormément dans tout ce qui est télésurveillance, avec des objets connectés non invasifs, respectueux des données. Bon, bah, vous allez me dire, ça c'est ringard, c'est 2020 et c'est le Covid, hein, mais c'est une lame de fond. Donc, c'est la lame que Zoeker veut surfer, en tout cas. Aller vers s'insérer dans la chaîne de valeur de la prévention en détectant les signaux faibles liés à la perte d'autonomie. Donc nous, je rappelle, on détecte des mouvements, donc il y a plein de types de mouvements du corps humain qui peuvent être associés à un début de perte d'autonomie, donc que ce soit l'équilibre, la démarche ou autre, la respiration même éventuellement. Et puis voilà, et également tout ce qui est télésurveillance médicale. Il y a un gros sujet avec la Sécu et le coût de l'hospitalisation, donc le sujet comme la HAD. Voilà, donc c'est plus la réalité augmentée de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Nicolas Le Foll, vous voulez réagir ou pas forcément? Alors le sujet du métavers, c'est un sujet qui est très intéressant, et merci Monsieur Levasseur, puisque j'avais pas finalement Laurent, j'avais pas finalement d'image concrète sur comment ça pourrait justement cette technologie se montrer à nous. Et c'est vrai que tout de même, alors sur mon avis vraiment personnel, à la sortie donc de période de confinement liée au Covid, le fait de pouvoir se retrouver ensemble physiquement sur un salon, ça m'est très cher, mais finalement, on va arriver en effet sur cette évolution qui va apporter des avantages. Tout le monde ne peut pas se déplacer sur un salon. Et donc c'est assez intéressant. Mais encore une fois, j'ai une certaine réticence qui peut-être au fil du temps va évoluer. Voilà globalement mon avis en tout cas sur le métaverse, mais une évolution qu'on ne va pas pouvoir éviter, ça, c'est un fait. Et en même temps, on a tous tellement de plaisir à être ensemble. Attention, hein, que tout soit bien le plus clair possible. Rien ne remplacera le plaisir du contact de la peau de l'autre. On est d'accord? Oui, je pense qu'on peut aussi tempérer ça avec l'effet mode. Hein, puisqu'on parlait de trous dans la raquette, rester très pragmatique au fil du temps en disant que oui, aujourd'hui, il y a un courant qui porte vers la démultiplication. Mais c'est des leçons qu'on a tirées du Covid aussi. Hein. C'est qu'à un moment, on a cru qu'après, tout serait en distanciel. Ce salon a eu lieu en distanciel. Et puis finalement, il va exister en distanciel, mais à un autre moment, un autre format. Donc, avoir plusieurs modes d'intervention, ça reste le sujet. Et je reviendrai toujours sur ce qui est ma préoccupation principale, qui est la désirabilité et l'utilité pour la personne elle-même. Et c'est ça les trous dans la raquette aujourd'hui. De quoi les personnes ont envie aujourd'hui? Et ensuite, lorsqu'on crée quelque chose, comment faire envie aussi, hein? Et ça, c'est un vrai sujet. On arrive à la fin de notre échange. Peut-être je peux vous donner juste 10 secondes. Oui, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que vous disiez, Christine. Et effectivement, je pense que la technologie elle doit être centrée sur l'humain. Elle doit être pour l'humain. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de ramener l'humain dans la prise en charge. Et d'ailleurs, j'en profite, vu que c'est la fin, si des personnes travaillent à domicile ou en EHPAD par ici et que vous êtes intéressés, on peut venir discuter. Nous, on est sur le stand de A42. On déploie à domicile et dans les EHPAD. Ça, c'est fait. Merci. Christiane, Laurent, je vous laisse
Un tout petit mot de conclusion ou un petit conseil? Ouais, mais écoutez, je crois on a dit beaucoup de choses. Moi, je suis assez rassurée par votre maturité et par la prise en compte. Donc, bon courage pour la suite. Surtout, faites des points réguliers. Et encore une fois, assurez-vous que tous les marchés vous sont ouverts et que vous pouvez toucher des cibles différentes. Hein. Ouais, moi, c'est simple. Aujourd'hui, Blue Linea opère à domicile. On a quasiment 60 000 personnes âgées qui sont équipées de nos outils de téléassistance, le bouton Help, 25% avec des détections de chute. Donc Fabrice, il s'appelle David Guyard. C'est le patron de la R&D, Innovation et Services. Il est sur LinkedIn. David.Guyard. Prenez le nom, on ne sait jamais, vous aussi, hein, pour certains. Voilà, ça c'est bon. Pour le robot, il s'appelle Hervé Bram, il est dans la salle parce qu'il gère à peu près 1000 EHPAD à qui on vend des solutions. Donc essayez de le trouver maintenant. Okay. Oui, Charlie. Mais ça peut fonctionner. Voilà, il est tout rouge, mais il est là. Ouais. Il est assez discret d'habitude. Et puis alors, pour la partie Toc Toc Doc, elle s'appelle Charlotte. Et elle est juste en face de vous, mais derrière Margot. Voilà. Et voilà. Et si on peut vous aider à accéder au marché, faisons-le. Si on peut vous aider à jouer, faisons-le. Parce qu'on n'est pas à l'abri de passer à côté d'un truc, quoi. Et on vous offrira un casque de réalité virtuelle sans problème aussi. Un grand merci à tous les 5. Merci du temps et de votre temps et de votre disponibilité. Je me permets juste de vous dire que 2 conférences suivent. À 15h30, porteur d'un projet en faveur du bien vieillir, des partenaires et des outils pour vous accompagner, c'est en salle Europe, c'est-à-dire ici. Et puis à 17h, comment créer un effet waouh. Ça peut vous intéresser chez vos clients et salariés. Là, c'est en salle Amérique. Et si vous avez apprécié la conférence, n'hésitez pas à le dire sur #SalonSAP ou sur la page LinkedIn. Merci à tous. Bonne fin de journée.